Aux funérailles de mon mari, mon fils Julien s'est tenu au pupitre, la voix tremblante, et a remercié une autre femme. C'était elle qui représentait la vraie famille pour nous, a-t-il déclaré. À cet instant précis, tous les regards dans la salle se sont tournés vers la femme assise au premier rang, celle qui portait une robe ajustée et un maquillage impeccable, avec des larmes délicates qui brillaient dans ses yeux. Et moi, la véritable épouse, la mère, j'étais assise sur le côté, inaperçue, invisible. Lorsque le notaire m'a informé plus tard que mon mari avait tout légué à cette femme, pas un seul centime pour moi, Élise Beaumont a enlacé mon fils et a souri d'un sourire triomphant, comme si elle avait déjà gagné. Mais ensuite, j'ai sorti le deuxième testament et d'un seul coup, plus personne dans la salle ne souriait. Je n'avais jamais imaginé que ma vie recommencerait lors de funérailles. Philippe est mort dans un accident de voiture soudain. Il conduisait ce matin-là dans le centre de Lyon sous une pluie battante. On m'a dit que les freins avaient lâché dans un virage et que la voiture avait percuté une épicerie. Il est parti rapidement. Le médecin a dit qu'il n'avait pas souffert, mais je n'étais pas certaine qu'il méritait un départ aussi propre. Nous avions été mariés pendant 40 ans. J'avais l'habitude de penser que notre mariage, bien que dénué de romantisme, était au moins solide, comme l'une de ces vieilles maisons éprouvées par les tempêtes, usée à l'extérieur mais toujours debout. J'avais abandonné ma carrière pour m'occuper de chaque recoin de notre foyer. Il me disait toujours: je peux prendre soin de toi, tu n'as pas besoin de travailler. Et je l'ai cru. Je pensais naïvement que c'était une forme d'amour. Lors de la cérémonie commémorative, je portais son manteau de laine gris anthracite préféré et me tenais à l'entrée de la chapelle, accueillant les invités. Le vent soufflait fort, mes doigts étaient engourdis. Pourtant, je souriais, faisant de mon mieux pour que ses adieux soient dignes et ordonnés. Philippe attachait tellement d'importance aux apparences, à ce que les autres pensèrent de lui. Même dans sa mort, je me retrouvais à maintenir cette façade impeccable pour lui. Julien était au pupitre. C'est notre fils unique. Il a 33 ans cette année et travaille comme ingénieur back-end pour une entreprise de logiciels. Il portait un costume sombre, élégant. Son visage était solennel et sa voix était aussi stable que d'habitude. Après avoir lu un hommage à son père, il s'est arrêté et ses yeux se sont embués. Il y a quelqu'un à qui je veux adresser un remerciement particulier, a dit Julien, sa voix légèrement tremblante. La salle est devenue silencieuse. J'ai serré mon sac à main sur mes genoux, mes articulations blanchissant. Je pensais qu'il était sur le point de dire: Ma mère? À ce moment-là, je pouvais presque l'entendre se former dans sa gorge, cette reconnaissance tant attendue. 40 années de compagnie, de dévouement au foyer, de nuits passées à l'hôpital, tous ces sacrifices silencieux. Je croyais vraiment qu'il m'avait enfin vue. Mais ce qui est venu ensuite m'a transpercé comme une lame émoussée, arrachant cet espoir centimètre par centimètre. Quelqu'un qui a soutenu mon père pendant la période la plus difficile de sa vie, mademoiselle Élise Beaumont. Un murmure doux a parcouru l'allée. Du premier rang, une femme s'est levée et a tamponné ses yeux, hochant poliment la tête. Elle portait un manteau de laine vert émeraude profond, des talons noirs, un maquillage impeccable et des cheveux parfaitement coiffés. Alors qu'elle se rasseyait, ceux qui l'entouraient se sont retournés pour regarder, curieux et surpris. J'ai senti un son exploser dans mes oreilles, comme un silence détonné. Élise. Élise Beaumont. Je connaissais ce nom. Elle était l'assistante administrative de Philippe au cabinet. Il l'avait ensuite promue au poste de consultante associée, l'incluant même brièvement au conseil d'administration. Quand je l'interrogeais à son sujet, il minimisait toujours. Elle est compétente, ne sois pas paranoïaque. Je me souvenais de la fête d'entreprise de cette année-là. Elle m'avait apporté du vin, souriant gentiment, se déplaçant avec l'aisance d'une femme qui s'intégrait parfaitement. Je l'avais écartée à l'époque comme une simple employée servile. Avec le recul, quelle ironie! De l'autre côté de la salle, quelqu'un a chuchoté. Elle est assise si près, comme si elle faisait partie de la famille. Et mon fils venait de remercier cette femme aux funérailles de son père. J'ai eu l'impression que la chaise s'était effondrée sous moi. Mes oreilles bourdonnaient et le monde vibrait faiblement. Des gens sont venus me serrer la main, murmurant les habituels. C'était un homme bien, il va nous manquer. Je hochai la tête automatiquement comme une machine répétant des réponses préprogrammées. J'avais prévu de tenir jusqu'à la fin, de maintenir les apparences, mais ensuite j'ai entendu Julien chuchoter à Élise. Tu es celle qui représente vraiment la famille. J'ai failli lâcher la tasse de thé dans ma main. À cet instant, j'ai réalisé que ces funérailles n'étaient pas pour Philippe. C'était pour un monde caché que je ne connaissais pas. Et je n'étais qu'une étrangère, une observatrice rejetée. Ce soir-là, de retour à la maison, je me suis assise dans le salon vide. En enlevant le manteau, j'ai vu que le ruban de satin était froissé, comme si le dernier vestige de la dignité de mon mariage avait été accidentellement brisé. Je me suis assise à la table de la salle à manger et j'ai fixé la rangée de chaises vides. Le siège de Philippe était toujours à sa place. Je ne l'avais pas déplacé. Pendant des décennies, il s'était toujours assis là, la main sur la coudoir, attendant que je lui apporte sa soupe. Maintenant, il était simplement seul, et la coudoir était devenue froid.
Il y avait encore des bouteilles de son vin rouge préféré dans le réfrigérateur. Je n'avais jamais aimé cette marque. Elle était trop corsée, mais il en achetait une caisse chaque mois, juste pour lui. Il s'avère que l'habitude est la prison la plus cruelle. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai sorti de vieux albums photos. Sur les photos, nous étions encore jeunes. Il y avait de la lumière dans ses yeux. Je souriais facilement à l'époque. J'ai même trouvé une vieille carte d'employé datant de l'époque où j'étais consultante financière dans son cabinet. Cheveux courts, assurée, toujours assise deuxième, à partir de la droite lors de chaque réunion du conseil. Puis il m'a dit: Tu devrais démissionner, je m'occuperai de tout. Et j'ai bêtement écouté. J'ai fermé l'album et me suis versé un verre d'eau. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac. J'ai réalisé que toute la fierté, toute la patience que j'avais autrefois investie pour maintenir notre mariage intact avait été enterrée au moment de sa mort. Ce que je ne savais pas, cependant, c'est que sous tout cela se cachait une trahison encore plus profonde. Le lendemain matin, chaque mot que j'ai entendu dans le bureau du notaire ressemblait à une ligne d'un scénario de vie auquel je n'avais jamais été invitée à participer. L'air sentait légèrement l'encre et les vieux meubles en bois. Une impression fanée de la Constitution française pendait de travers sur le mur, et la lumière du soleil filtrait à travers les stores, découpant le sol en étroites bandes de lumière. C'était l'étude notariale que Philippe avait désignée avant sa mort. Le notaire principal était un homme dans la cinquantaine, avec une voix lente et lourde. Chaque syllabe était étirée comme pour souligner quelque chose de non dit. Conformément au testament signé par monsieur Philippe Laurent Dubois il y a 3 ans, commença-t-il avec un calme mécanique, la majorité de ses actifs, y compris la résidence principale dans le quartier Confluence, la propriété de vacances à l'île de Ré et le solde restant de ses comptes personnels, seront hérités par mademoiselle Élise Beaumont. Je n'étais pas simplement étonnée, j'avais l'impression d'avoir été poussée hors de la scène principale de ma propre vie, laissée debout derrière le rideau dans un projecteur mort, incertaine si j'avais vraiment joué le rôle que je pensais être le mien. Je me suis tournée pour regarder Julien. Il était assis droit comme un piquet, le regard fixé vers l'avant comme s'il écoutait un rapport financier trimestriel. Ses doigts étaient parfaitement entrelacés, pas un soupçon de surprise, pas un changement dans son expression, comme s'il avait toujours su. Lorsque la lecture fut terminée, je me suis levée et me suis dirigée vers lui. Tu savais, ai-je dit d'une voix basse et tremblante. N'est-ce pas? Il m'a regardé avec un ton étrangement serein. Papa avait ses raisons. Ses raisons, ai-je murmuré, les mots coincés dans ma gorge. Qu'est-ce que 40 ans de mariage signifièrent pour lui? Julien est resté silencieux un moment, puis a dit: Il a travaillé dur toute sa vie. Élise était là pour lui. Elle le comprenait. Il a baissé la voix, presque en s'excusant. Toi, tu ne le comprenais pas. À cet instant, j'ai vu clairement. Non seulement j'avais perdu mon mari, mais je perdais mon fils. Il ne défendait pas la mémoire de son père. Il redessinait l'arbre généalogique et m'effaçait de la carte. Quand je suis rentrée à la maison, je suis restée dans l'allée pendant ce qui semblait être une éternité, le poids de mon sac à main engourdissant mon bras. Je suis entrée dans la chambre et j'ai ouvert le placard de Philippe. Ses chemises, cravates et gilets en laine étaient toujours parfaitement rangés avec ce parfum familier de décorum raffiné. Mais quel mensonge était tissé dans ses fibres? Quand a-t-il décidé que je ne faisais plus partie de la famille? Était-ce l'année où j'avais oublié d'acheter son vin préféré pour notre anniversaire? Ou avant cela, quand j'avais quitté mon emploi de consultante financière et que j'étais simplement devenue femme au foyer? J'ai commencé à fouiller dans les tiroirs à la recherche de preuves que je n'étais pas folle. Anciens registres, photos, reçus, vieilles cartes de visite. Dans le tiroir de la cuisine, j'ai trouvé un dossier de lettres que Philippe avait conservé. L'une provenait de la société de gestion immobilière de l'île de Ré. La date remontait à 6 ans. Le destinataire, Élise. Mes mains tremblaient. J'étais allée dans cette maison au bord de la mer d'innombrables fois, sans réaliser que je n'étais qu'une invitée. Cet après-midi-là, j'ai traversé la rue pour rendre visite à Madame Geneviève, notre voisine de longue date. C'était une veuve de la fin de la soixantaine avec une mémoire vive et un jardin débordant de roses. Quand j'ai mentionné le nom d'Élise, son visage s'est raidi. Élise? N'était-ce pas celle avec qui Philippe allait à l'opéra? Demanda-t-elle en haussant un sourcil. Tu n'y allais pas avec eux? J'ai forcé un sourire. Ma bouche était sèche. Je n'ai jamais vraiment aimé les événements sociaux. Geneviève s'est déplacée sur son siège. Oh, j'ai toujours pensé qu'ils formaient un couple. Elle est venue dans cette rue plusieurs fois. Une année, elle a aidé Philippe à installer les lumières de Noël. Je me suis figée. Ce Noël-là, j'étais coincée à l'étage avec un genou enflé. Philippe m'avait dit qu'un garçon du quartier l'avait aidé. Te souviens-tu quand ils ont commencé à se rapprocher? Ai-je demandé. Geneviève a remué son thé en réfléchissant. Au moins 10 ans, peut-être 15. Je me souviens de l'avoir vue par ici quand tu étais partie t'occuper de ta sœur. Je pensais que c'était une cousine ou quelque chose comme ça. 15 ans. Je me suis assise dans la véranda ensoleillée de Geneviève, me sentant comme une étrangère qui était entrée dans la mauvaise maison. Toutes ces années, j'avais géré notre budget de retraite au centime près.
J'avais choisi ses peignoirs, programmé ses examens médicaux et même puisé dans les dernières économies de mes parents pour sauver son entreprise lors d'une crise de trésorerie. Et lui avait construit des briques dorées pour l'avenir d'une autre femme, hors de ma vue, hors de ma portée. De retour à la maison, j'ai finalement trouvé une vieille boîte en carton dans le sous-sol remplie de photos. Il y avait Philippe se tenant à côté d'Élise lors d'un événement d'entreprise. Sa main reposait doucement sur son bras, souriant d'un sourire radieux comme jamais auparavant. Il avait l'air détendu, plus jeune, plus heureux qu'il ne l'avait jamais été à mes côtés. Et sur une photo, il y avait Julien, à peine 18 ou 19 ans, debout avec eux. Son sourire était nerveux mais pas réticent. Un coin de la photo était marqué. Je l'ai frotté doucement avec une gomme et j'ai découvert une ligne écrite au stylo. Notre petite famille sera officielle un jour. Je pouvais presque entendre quelque chose se briser dans ma poitrine. Ce n'était pas un cœur, ce n'était pas du verre, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose appelé confiance. Et elle ne serait plus jamais entière. Cette nuit-là, j'ai allumé une seule bougie dans la cuisine. Et pour la première fois dans cette maison sans Philippe, j'ai mis de la musique, un disque de jazz lent, doux et sans hâte. J'ai commencé à me demander, peut-être avais-je vécu toute ma vie à son rythme et n'avais jamais dansé au mien, mais plus maintenant. Désormais, la musique, le rythme, les pas de danse, tout cela m'appartient de choisir. Je pensais que le pire était passé. Le testament, la vérité sur les propriétés, Élise prenant sa place au centre de tout, effrontément étiquetée comme famille, c'était assez d'humiliation pour toute une vie, mais je n'avais pas réalisé que ce qui allait vraiment me briser le cœur, c'était Julien. C'est mon fils unique. J'avais cru que, peu importe à quel point le reste du monde devenait méconnaissable, il resterait le mien. Nous avons convenu de nous rencontrer au café de la ville, celui où il avait l'habitude d'avoir de la tarte tatin quand il était petit garçon. Il est arrivé vêtu d'un trench coat, son comportement raide et formel, comme s'il se préparait pour un entretien et non pour rencontrer sa mère. Avant que je puisse m'asseoir, il a posé son téléphone face vers le bas sur la table. Il faisait toujours cela, un signal, subtil que n'importe quel bourdonnement pouvait être une raison d'abandonner la conversation. Pourquoi as-tu envoyé une mise en demeure à Élise demanda-t-il brusquement. J'ai pris une profonde inspiration et l'ai regardé dans les yeux. Penses-tu que je n'aurais pas dû? Il a haussé les épaules. Elle ne t'a pas fait de mal. Papa lui a donné l'argent. C'était sa décision. La poursuivre en justice, mais tout le monde mal à l'aise. Mal à l'aise? Ai-je dit, ma voix se brisant d'incrédulité. Julien, ton père m'a trompé pendant des décennies. J'ai abandonné ma carrière pour cette famille, mes amis pour toi. J'ai même vendu la bague en émeraude de ma mère juste pour payer tes frais universitaires. Sais-tu ce que cette bague signifiait pour moi? Julien a froncé les sourcils, exhalant avec une irritation visible. Tu le rappelles toujours comme si je te devais quelque chose. Cela m'a frappé comme un coup sourd à la poitrine. Ce n'était pas de la colère, pas même une dispute, juste de la distance. Une distance froide et définitive. Papa m'a dit, a déclaré Julien après une pause, sa voix baissant, que les années les plus heureuses de sa vie étaient avec Élise. Elle le comprenait, elle le respectait. Elle ne le questionnait pas et ne le critiquait pas constamment comme tu le faisais. Je l'ai questionné parce qu'il a cessé de me respecter, ai-je dit en serrant les dents. Je l'ai critiqué parce qu'il avait tort. Julien a secoué la tête comme s'il écoutait un sermon dénué de sens. Tu es trop traditionnelle, maman. Tu as toujours cru que faire des sacrifices était une vertu, mais papa n'avait pas besoin de ce genre d'amour. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas une révélation soudaine pour lui. Il pensait ainsi depuis longtemps. Il ne l'avait simplement pas dit jusqu'à maintenant. Je l'ai regardé un instant. Tout ce que je pouvais voir, c'était le garçon qu'il était autrefois. Le garçon qui respirait péniblement lors de crises d'asthme pendant que je restais assise près de son lit toute la nuit. L'adolescent qui a été harcelé à l'école, dont j'ai défendu la dignité comme si c'était la mienne. Le jeune de 17 ans dont le cœur a été brisé pour la première fois et qui s'est recroquevillé à côté de moi sur le banc du jardin en silence jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. S'en souvenait-il? J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti une vieille photographie fanée. Cet été-là, quand tu avais 2 ans, nous sommes allés à la plage, ai-je dit en faisant glisser la photo sur la table. Ton père s'est désisté à la dernière minute pour le travail, donc c'était juste nous deux. Sur la photo, il porte un maillot de bain rouge vif et se tient sur le sable mouillé avec une traînée de petites empreintes tremblantes derrière lui. Tu avais peur des vagues. Tu t'accrochais à mon cou et tu criais maman, maman. Tu ne savais pas grand-chose du monde à l'époque, mais tu savais où se trouvait la sécurité. Julien a baissé les yeux et n'a rien dit. Je sais que tu idolâtres ton père, ai-je continué. Il était toujours élégamment habillé, ne haussait jamais la voix, disait toujours la bonne chose. Mais as-tu déjà pensé que peut-être c'est moi qui ai posé les fondations pour que cet homme élégant existe? Il a levé les yeux. Il n'y avait pas de larmes, pas de remords, juste un éclair d'hésitation. Papa a fait ce qui le rendait heureux, a dit Julien. Élise lui faisait sentir qu'il était nécessaire. Tu étais juste trop forte. Trop forte.
C'était ce que j'étais. Je pensais à ces nuits passées à équilibrer des comptes en retard, aux après-midi où je cuisinais avec de la fièvre, aux années où j'ai retenu mes larmes face au silence froid de Philippe et continué à sourire quand même. C'est ce qu'il voulait dire par trop forte. J'ai remis la photo dans mon portefeuille et me suis levée. Ma voix était calme, mais elle avait une fermeté profonde. Tu as raison, j'étais trop forte, et à partir d'aujourd'hui, je vais garder cette force pour moi-même. Quoi qu'il ait dit après cela, je ne l'ai pas entendu. Je suis sortie par la porte du café vers le parking. Il avait commencé à pleuvoir. Les gouttes frappaient le pare-brise avec un rythme lent et implacable, un orchestre entièrement fait de silence. Je me suis glissée sur le siège du conducteur et j'ai enroulé mes mains autour du volant, faisant une pause pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondrée. Je suis juste restée là, réalisant que ce que j'avais perdu n'était pas seulement un mari, j'avais perdu mon mariage, ma famille, même mon fils. Mais dans ce même souffle, j'ai compris autre chose. Je ne pouvais plus attendre que quelqu'un d'autre me dise qui j'étais. Il était temps de vivre pour moi-même. Au début, je pensais qu'Élise n'était qu'un accident tardif dans l'histoire de Philippe, une opportuniste calculatrice, une femme qui s'était glissée par les fissures. Mais maintenant, je vois les choses clairement. Elle n'a jamais été un accident. Elle avait tout planifié. Par un après-midi pluvieux, je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de café froid dans les mains, regardant son profil Facebook public. Sa photo de profil la montrait sur la plage, souriant doucement, l'arrière-plan édité avec un flou de bon goût, comme si elle ne voulait pas que quiconque voie ce qui se cachait vraiment derrière elle. Sa biographie disait consultante dans le secteur architectural, amatrice de musique classique et de services communautaires, reconnaissante pour la tendre compagnie de la vie. J'ai cliqué sur ses albums photos. La première image montrait Philippe assis dans un fauteuil en osier, tenant une part de tarte au citron qu'elle avait apparemment faite pour lui. Le texte disait son sourire est ma récompense préférée. L'horodatage indiquait que c'était il y a 6 ans, la même année où j'étais alitée avec de l'arthrite. Philippe m'avait dit alors que le travail était accablant et qu'il voyagerait beaucoup. Je l'ai cru. Je pensais qu'il fuyait simplement le fardeau de s'occuper de quelqu'un. Mais maintenant, je savais qu'il ne me fuyait pas. Il vivait quelque part ailleurs sans moi. J'ai fait défiler vers le bas et j'ai trouvé plus d'images, à la fois familières et étranges. Il y avait Philippe debout dans le salon d'Élise, dans la veste en laine que je lui avais offerte. Le voilà en train de l'aider à planter des fleurs et à arranger des bonsaïs dans son jardin. Puis, une vidéo est apparue. Philippe portait un toast avec elle, une chanson de Noël jouant doucement en arrière-plan. Julien était là. Je me suis figée. Ma main planait au-dessus du touchpad. Julien, qui était encore à l'université à l'époque, avait les cheveux légèrement plus longs et un visage juvénile timide. Élise avait son bras autour de son épaule et disait en riant ton père devrait être fier de toi. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Élise n'avait jamais été juste le secret de Philippe. Elle s'était positionnée pendant des années comme faisant partie de notre famille. Et moi, j'étais la femme qu'elle prévoyait de remplacer. J'ai appelé Colette. Colette Mercier avait été une collègue proche pendant mes années au cabinet de Philippe, l'une des rares femmes avec qui j'étais restée en contact après avoir quitté l'emploi. Elle était semi-retraitée maintenant, aidant sa fille à élever un petit enfant et prenant occasionnellement des cas financiers freelance. Elle a répondu à la deuxième sonnerie avec la même énergie qu'elle avait toujours eue. Marguerite, mon Dieu, j'ai entendu parler de Philippe. J'avais l'intention de t'appeler. Merci, ai-je dit. Je n'ai pas tergiversé. Colette, j'ai besoin que tu m'aides à trouver quelque chose. Elle n'a pas hésité. Dis-moi ce que tu suspectes. J'ai fait une pause. Ma voix était calme mais ferme. Je crois que Philippe a utilisé les fonds de l'entreprise pendant au moins la dernière décennie pour acheter des propriétés pour Élise, et il pourrait y avoir d'autres transferts non comptabilisés. Colette est restée silencieuse. Tu ne cherches pas simplement à réparer un mariage, Marguerite. Tu cherches à exposer une fraude. Je veux la vérité, ai-je dit. J'ai passé trop de temps dans l'obscurité. Nous avons convenu de nous rencontrer chez elle dans 2 jours. Entre-temps, je suis devenue une femme en mission. Je suis allée à la bibliothèque municipale et j'ai consulté les registres immobiliers d'Élise dans le quartier Confluence. Une maison, une villa unifamiliale à son nom. Date d'achat, il y a 5 ans. Juste à la fin du projet d'avantage de logement pour les employés de l'entreprise, celui que Philippe supervisait. J'avais visité pendant ce projet. Je me souviens avoir plaisanté à l'époque. Au prochain voyage, tu m'emmènes aussi. Il avait esquivé la suggestion. Tu n'aimerais pas là-bas? Maintenant, je savais que la chambre n'était pas réservée aux clients, elle était pour elle. 2 jours plus tard, j'ai conduit jusqu'à la maison de Colette. Sa maison était dans une banlieue calme, un bungalow gris pâle avec une rangée de chrysanthèmes fanés devant. Elle m'a accueilli avec un verre de thé au citron et a ouvert son ordinateur portable. J'ai vérifié certains registres de paiement archivés, dit-elle en faisant défiler. 3 entrées étiquetées, soutien de conseil externe. Mais la société bénéficiaire est une coquille. Aucun bureau physique n'est répertorié. Elle a zoomé sur une ligne. 50 000 euros payés le même mois où tu étais à la maison en convalescence après une chirurgie.
Mon estomac s'est tordu. Colette m'a regardé avec inquiétude derrière ses lunettes. Es-tu sûre de vouloir continuer avec cela? La plupart des gens préféreraient simplement laisser tomber. Je n'ai pas répondu. J'ai juste enregistré une capture d'écran du fichier sur ma clé USB. Sur le trajet du retour, j'ai roulé lentement. Le soleil frappait fort le pare-brise et l'air sentait le début de l'automne. La radio diffusait une vieille ballade des années 60. Le refrain se répétait doucement. Tu ne trouves la vérité que lorsque tu arrêtes de faire semblant. Oui, ce n'est que lorsque tu arrêtes de faire semblant que tu commences à voir clairement. De retour à la maison, je me suis assise devant l'ordinateur et j'ai enregistré les photos Facebook d'Élise dans un nouveau dossier. Je l'ai nommé Preuve. Je n'étais plus la femme qui enterrait ses émotions derrière une cuisinière. J'étais Marguerite Dubois, l'épouse légitime de Philippe, la mère de Julien, celle qui avait été effacée de sa propre histoire de vie et la femme qui était sur le point de réécrire la fin. Le deuxième lot de documents de Colette est arrivé juste au moment où j'essuyais l'évier de la cuisine. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, projetant des rayures nettes sur le comptoir. J'ai fait une pause pendant une seconde avec un chiffon à la main et j'ai pensé que c'était ainsi que mon mariage avait été maintenu. Soigné, silencieux, jusqu'à ce que la cuisine ne me semble plus la mienne. L'objet de l'email était simple. 3 transactions suspectes, évaluation préliminaire de faisabilité juridique. Je l'ai ouvert. Quelques relevés PDF familiers remplissèrent l'écran. Colette les avait annotés. Le nom de l'entreprise, Quint Consulting SARL. Le compte lié à Élise. Les transferts, 3 paiements totalisant plus de 300 i. 50 000 euros, soigneusement échelonnés sur 5 ans, chacun programmé juste en dehors des cycles d'audit officiels de l'entreprise. Elle a ajouté une note. Cette somme manque de justification suffisante. À moins que des factures pour des services de valeur équivalente ne puissent être produites, il s'agit potentiellement d'un don frauduleux. Voilà la preuve. J'ai senti un nœud de détermination se former dans ma poitrine. Je savais quoi faire. Cet après-midi-là, j'ai appelé une avocate spécialisée en fraude et droit des sociétés. J'ai toute une série de questions, ai-je dit, ma voix stable et claire. Je crois que mon défunt mari a systématiquement pillé son entreprise pour aider sa maîtresse de longue date. L'avocate était une femme nommée Maître Sophie Renard. Elle était dans la cinquantaine et sa voix au téléphone était chaleureuse et directe. Elle a écouté calmement pendant que je parlais. Vous devez m'envoyer tout ce que vous avez, dit-elle. Chaque document, chaque email, chaque photo. J'ai raccroché et j'ai commencé à copier les fichiers. Quand j'ai eu fini, j'avais plus de 50 documents. J'ai tout imprimé, arrangé soigneusement dans un dossier et l'ai apporté à son cabinet d'avocat au centre-ville. Son cabinet était dans un gratte-ciel de verre et j'ai admiré la vue sur l'horizon de Lyon en attendant. Quand elle est entrée, elle avait un sourire gentil et professionnel. Elle avait une coupe de cheveux nette qui encadrait son menton et portait un tailleur parfaitement ajusté. Elle a pris le dossier, l'a feuilleté et a hoché la tête. Nous allons examiner cela, dit-elle. Je vous contacterai. Merci, ai-je dit en la regardant. Elle m'a trahi et mon fils l'a aidée. Je veux qu'elle rembourse jusqu'au dernier centime. Sophie a remonté ses lunettes plus haut sur son nez. Nous ferons de notre mieux. Les mois suivants ont été un tourbillon de rendez-vous, d'emails et de procédures juridiques. Nous avons déposé une plainte contre Élise Beaumont et l'affaire a fait des vagues. L'ancien cabinet de Philippe, son notaire et même sa succession se sont retrouvés empêtrés dans l'affaire. Puis il y a eu Julien, il a pris le parti d'Élise. Il était indigné. Tu détruis sa mémoire, m'a-t-il dit au téléphone. Julien, ton souvenir de ton père est un conte de fées, ai-je dit. C'était un escroc qui a utilisé l'argent pour me trahir, sa femme, et la mère de son fils. C'est la vérité. Il a raccroché. J'ai attendu qu'il me rappelle, mais il ne l'a pas fait. Ça faisait mal, mais je l'ai fait quand même. Je devais le faire. L'affaire est allée au tribunal. Élise et son avocat ont essayé de présenter cela comme un malentendu. Ils ont affirmé que les fonds étaient des paiements légitimes pour des services de conseil. Ils ont produit de fausses factures que Philippe lui avait données. Mais nous avions les preuves de Colette et nous avions les photos Facebook de Philippe. J'ai témoigné et j'ai raconté ce qui s'était passé. J'ai parlé des 40 années de notre mariage, des sacrifices que j'avais faits pour lui et Julien, et de la douleur que j'avais ressentie en apprenant la vérité. La juge, une femme noire dans la soixantaine, m'a regardée avec compréhension. Je pense qu'elle comprenait ce qui se passait dans le cœur des femmes comme moi. Finalement, la juge a statué en notre faveur. Elle a ordonné à Élise de rembourser tout ce que Philippe lui avait donné, y compris les intérêts. Le montant total était supérieur à 1 million d'euros. Élise a dû vendre les propriétés qu'elle avait achetées avec l'argent volé. Elle était ruinée, elle a perdu son emploi et sa réputation. Je ne l'ai plus jamais revu. Quant à Julien, il ne m'a pas parlé pendant des années. Puis, lorsque mon père était décédé, il m'a appelé. Nous nous sommes rencontrés aux funérailles et nous nous sommes embrassés. Nous avons recommencé à nous voir. Je lui ai raconté toute l'histoire et il a commencé à comprendre. Cela a pris des années, mais nous avons réparé notre relation.
Il s'est excusé auprès de moi. Il a dit qu'il ne défendait qu'une illusion tout ce temps. Je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit que j'avais toujours cru en lui. Et à cet instant, il y avait des larmes dans beaucoup d'yeux. Julien s'est approché et m'a enlacé doucement. Maman, dit-il en souriant, quand es-tu devenue si douée pour faire des discours? J'ai souri en retour. Je l'ai toujours été, tu n'écoutais simplement pas. Nous avons tous les deux ri. Tout le monde a ri. Avant que la fête ne se termine, j'ai fait une courte promenade dans le jardin. Je me suis arrêtée devant le pommier sauvage que j'avais planté il y a 20 ans. L'année dernière, cette chose a failli mourir, ai-je dit. J'ai presque coupé, mais ce printemps, il a fleuri plus tôt que jamais. Et il fleurit encore. Les femmes ont ri doucement, j'ai ajouté. Même elles savaient que ce qui est encore vivant ne doit pas être abandonné. Ce soir-là, quand tout le monde était parti, j'ai plié les chaises et les ai rangées dans la remise. Le carillon de porche tintait doucement dans la brise. Je me suis tournée pour regarder le coucher du soleil. Il reposait au-dessus du vieux érable au bout de la rue, comme pour dire: Qui es-tu vraiment? J'ai enlevé mes talons, j'ai marché pieds nus dans la maison, j'ai accroché la robe et je suis allée me coucher. Je savais qui j'étais. J'étais une survivante, une combattante, et la vérité m'avait libérée.